donc on va poursuivre les conférences avec une personne qui est de l'équipe Quarks, pour changer. C'est la première fois qu'on fait ça. L'idée, c'est de pouvoir développer un axe qui n'est pas directement lié aux produits chimiques, mais plutôt aux notions de qualité de vie. Et du coup, du côté plaisant et du sentiment de bien-être de travailler dans un laboratoire. Et bien entendu, ça a un lien avec la gestion du risque chimique par certains aspects. Donc, voilà, sans plus tarder, je laisse Cécile commencer à se présenter. Et puis, normalement, on devrait avoir ces slides qui apparaissent. Et on va pouvoir lancer. C'est tout bon? C'est parti. Alors bonjour à tous, donc je suis Cécile Jonquet, j'ai un parcours d'ingénieur sécurité dans la recherche internationale agronomique et également de consultante en risque chimique et biologique au labo privé, public, académique. Et j'ai mis mon expérience au service de Quark Safety il y a un peu plus d'1 an pour les accompagner dans le déploiement des plateformes auprès des laboratoires et la formation des utilisateurs. En ces temps troubles où les repères sont bouleversés, où on manip au labo sur site, mais qu'on travaille à la maison, nous sommes conscients que les outils de digitalisation sont essentiels. Et c'est bien pour cela que chez Quark Safety, nous sommes plus que jamais conscients que dans notre mission d'accompagnement des labos, la dimension de la qualité de vie au travail a toute sa place. Donc nous vous proposons un retour d'expérience issu des échanges avec nos clients et nos pistes d'amélioration. Alors d'abord, lorsqu'on parle de QVT, on parle de quoi? La qualité de vie travail a été définie par l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail à travers 6 axes qu'il s'agit d'instruire dès lors qu'on s'interroge sur la QVT dans sa propre organisation. D'abord, on va parler de relations au travail, de climat social. Quelle est l'ambiance dans mon équipe? Est-ce que j'ai envie de rejoindre mes collègues? Et puis également, qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise? Par exemple, si on est en cours de rachat, si on est en cours de réorganisation managériale, ça peut poser des questions et des inquiétudes sur l'avenir. Ensuite, on va parler du contenu du travail. Les tâches que l'on m'affecte, que l'on vous affecte, sont-elles assignées avec la fonction que vous avez dans l'entreprise, mais également avec les compétences que vous avez? Et est-ce que cet alignement est bien cohérent et a du sens pour vous? J'ai rencontré la semaine dernière des climatologues qui me disaient qu'alors que leur objectif est bien d'entraîner la société à une meilleure maîtrise du climat, des climatologues qui sont obligés de faire des longs courriers plusieurs fois par an, parce que c'est ainsi que la recherche va évaluer la qualité de leur travail. Donc clairement, la discussion a tourné au quel est le sens de notre mission lorsqu'on n'est pas nous-mêmes exemplaires. La santé au travail, là bien sûr on va parler de sécurité au travail, où on parle non seulement d'intégrité physique, mais également morale du salarié lorsqu'il est à son poste. La QVT, c'est aussi les compétences. Ces compétences sont-elles suffisamment acquises pour pouvoir évoluer dans son parcours si on le souhaite, par exemple passer un concours? Et est-ce qu'on a accès à ces compétences? Est-ce qu'on va nous laisser évoluer comme on le souhaite? Ensuite, on a la notion d'égalité professionnelle. Pendant longtemps, on a parlé d'égalité professionnelle homme-femme. Aujourd'hui, on sait que cette égalité professionnelle concerne également les notions de genre, mais aussi de religion, d'ethnie, voire d'handicap. Alors on parle d'inclusivité, ce n'est pas toujours une réalité du terrain. Et puis enfin, le management participatif, Pierre l'a abordé tout à l'heure, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de comment le management engage les salariés également dans la QVT, comment est-il lui-même engagé, et est-ce que la notion de construction d'intelligence collective, qui est de plus en plus au cœur du sujet aujourd'hui et qui est un vrai axe de travail dans la QVT, cette construction collective est-elle là? Est-ce qu'on implique les salariés dans un dialogue de construction, on va dire, de recherche de solutions dans les problèmes que l'on constate ensemble? À partir de cette nomenclature, on va pouvoir déterminer les irritants propres au laboratoire qui sont souvent antinomiques avec la QVT. Donc d'abord, le poste de travail. La science a énormément évolué au cours des 50 dernières années. On a des nouvelles disciplines scientifiques qui émergent et sur lesquelles on n'a pas de recul. Donc on a aussi, cela crée des salariés qui ont commencé peut-être dans un domaine et qui aujourd'hui se retrouvent par exemple techniciens de laboratoire. Ce n'était pas forcément prévu dans leur parcours, ils n'avaient pas cette envie, mais leur métier d'origine n'existe plus.
Notamment, je pense à des... Alors, moi, je viens de l'agronomie, donc dans l'agriculture, des gens qui étaient sur le terrain pour faire des collectes. On n'a plus besoin d'autant de collectes parce qu'on a des outils de reproduction d'échantillons et on les met au labo. Donc le côté, mets-toi sur la paillasse, chauffe-nous un peu de toluène pour conserver et on revient dans 5 minutes. Je vois que des gens acquiescent, ça vous dit quelque chose, on est là-dedans. Et ces gens-là, quand vous allez leur parler de leur poste de travail, ils vous mettent un gros point d'interrogation. On a aussi la notion d'approvisionnement, alors que ce soit en termes de réactifs, mais aussi de consommables, en termes de tout simplement matériel de travail. Est-ce que mes échantillons arrivent à temps? Et s'ils sont du commerce, est-ce que mes cellules sont livrées à temps? Alors certes, aujourd'hui, on n'est plus comme avant à attendre 15 jours la livraison d'un produit et on commande le matin, on l'a l'après-midi. Mais ceci dit, si cette livraison ne correspond pas avec le moment où l'équipement vous est réservé, on va de nouveau générer un stress. Alors notamment parce que tous, dans ces notions de temps, ont dans les délais et les échéances la question de vais-je publier à temps, vais-je déposer mon brevet à temps, vais-je déposer mon prochain projet à temps, et ce prochain projet sera-t-il financé? Et puis s'il ne l'est pas, est-ce qu'on va quand même considérer le travail que j'ai passé à monter ce projet? Surtout qu'on est dans ce projet, on prépare déjà les 4 prochaines années, donc il faut être un peu bilatéral, j'ai envie de dire, en termes de charge mentale. Et puis il y a aussi que ce financement des projets, même si j'ai mon NR, même si j'ai mon CRI, est-ce que finalement je l'ai dimensionné suffisamment? On connaît des projets où on a eu le budget, et puis finalement lorsque le collecteur dont parlait Vanessa passe pour ramasser les déchets, ah ben ce budget on ne l'avait pas prévu, parce qu'on n'avait pas prévu qu'on allait générer autant de déchets. Ou au contraire, parce que ce nouveau projet va me faire travailler sur une nouvelle catégorie de produits que je vais devoir stocker, mais je n'ai pas l'armoire. Donc de nouveau, le projet, le financement ne correspond pas. Or à la base, nous sommes avec des gens de laboratoire qui ne sont pas, on va dire, qui n'ont pas des objectifs d'argentier. Voilà, ce n'est pas leur mission première dans le labo. Ensuite, on a la protection des données. La science, c'est créer du savoir et le partager. Mais encore faut-il le partager au moment où on le souhaite. Et surtout, partager celui qu'on souhaite. Il y a bien sûr des notions de confidentialité importantes, notamment lorsqu'on a des clients privés, enfin notamment privés, mais qui vont vous confier des solutions, des mélanges sur lesquels on doit garantir la confidentialité tant qu'on n'a pas donné l'analyse pour la commercialisation ou pour la clientèle. Et puis il y a les autres. Pierre en a très bien parlé tout à l'heure. Nous sommes dans des mutualisations de ressources, d'institutions. Chacun a sa culture d'entreprise, chacun a ses contraintes. Et donc au quotidien, parce que pour l'instant on n'a personne qui a son propre labo avec son nom dessus, en tout cas quand on est vivant, il faut clairement que chacun s'adapte au quotidien aux usages des uns et des autres. Alors en termes de facteurs de stress propres au laboratoire, on a, et je vais forcément rebondir avec ce que dit soit Pierre, soit Vanessa tout à l'heure, on a d'abord une notion d'accumulation de procédures. Quand on est chercheur, on dépend à la fois du code du travail et du code de la recherche, mais on peut avoir le code de l'environnement forcément. Et puis parfois, selon votre discipline scientifique, vous allez par exemple dépendre du ministère de la Santé publique. Donc toutes ces sources d'informations qui s'accumulent vont créer un millefeuille que les Canadiens appellent de l'infobésité et qui fait qu'on a une telle charge d'informations à gérer, alors qu'à la base, ce n'est pas le métier du chercheur. Le chercheur, il est là pour sauver le monde. Je veux dire, votre réglementation, ça ne le préoccupe pas trop. Ceci dit, il doit l'intégrer, il doit l'appliquer. Et à force, il finit par se trier spontanément l'information qu'il va vraiment garder, parce qu'on fait un choix, conscient ou inconscient. Et c'est une situation qui va créer que dans les informations qu'on retient, et le cerveau a tendance à retenir ce qu'il y a de plus négatif, on va finir par mal appréhender son environnement de travail, voire soit être dans le déni complet, mais tout va bien, je vais travailler, c'est pas vrai que c'est dangereux, soit au contraire, on passe dans le gap opposé, à savoir, on va tous mourir, ce qui n'est pas faux, mais pas forcément au laboratoire. Et en tout cas, on a des gens qui prêtent au laboratoire des défauts, enfin à l'environnement de travail, des défauts qu'il n'a pas. Ensuite, on a la notion de compétition internationale. Avec l'actualité de la course au vaccin, j'ai un exemple tout fait, je n'ai pas besoin de commenter davantage. Et puis, on a quelque chose qui est propre aux chercheurs. Alors, dans le terme de chercheur, je mets un peu tous les métiers scientifiques. C'est un terme générique que je vais utiliser là. En prenant de l'âge et des responsabilités, ils deviennent comptables, RH, managers, ils restent conférenciers pour aller porter la science partout dans le monde. Mais attendant, ils ne sont plus à la paillasse. Et pour beaucoup, ça ne leur convient plus. Parce que leur paillasse, c'est ce qui fait qu'ils avaient choisi un jour ce métier. Donc là, on est clairement dans la notion de poste de travail au laboratoire.
Et puisque je parlais de la paillasse, si on se concentre, si on fait le focus sur la paillasse, on va avoir cette notion d'identification des risques. Je vous l'ai dit, il y en a qui sont dans le déni complet, mais souvent, en fait, ils ne connaissent tout simplement pas les pictogrammes. Ceux qui forment aujourd'hui au risque chimique, on est quelques-uns, on a encore des gens qui vous disent c'est quoi une FDS, c'est quoi ce terme, c'est-à-dire qu'ils la manipulent, ils ne savent même pas comment ça s'appelle. Bon, il n'y a pas longtemps, on m'a dit c'est quoi REACH, quelqu'un qui travaille dans les labos. Donc, voilà, ça interroge. Alors, ça prouve aussi que ce n'est pas de la réglementation dont ils ont besoin, c'est de ce qu'elle présente opérationnellement dans leur quotidien. Ensuite, autour de la paillasse, on a aussi souvent des encadrants qui sont formés, qui ont été formés à une époque où REACH n'existait pas, voire où la sécurité était un non-sujet dans les laboratoires, et qui eux-mêmes ont été formés par des générations encore plus anciennes. Et en même temps, ce sont ces gens qui ont le pouvoir sur des jeunes, qui sont peut-être plus sensibilisés, mais à qui on va dire, tu m'enquiquines pas dans mon quotidien, moi le jambon, je le mettais dans du bromure d'éthylium pour le conserver, donc qu'est-ce que tu viens de me parler de ton risque chimique? Et puis n'oublie pas que c'est moi l'encadrant qui décide des missions qu'on va t'affecter, des tâches qu'on va te confier, et puis voir de la place de ta signature dans la publication. Là, on peut se poser la question de la relation au travail et de l'ambiance. Mais c'est une réalité. Moi, je ne suis pas du labo, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Ensuite, dans les expériences de routine et d'innovation, c'est vrai qu'on va mettre des gros budgets sur des machines très performantes, mais par contre, ce qu'on n'a pas pensé à dimensionner, c'est la maintenance, ou tout simplement l'étape où on va recharger l'appareil en produit. Là, tout d'un coup, il n'y a plus personne, on n'avait pas prévu l'argent pour la maintenance, donc c'est le tech qui va se retrouver à le faire, et là, de nouveau, ce n'est pas son job. Avec en plus, alors là, je vous ai mis la photo volontairement aussi d'un optique, parce que c'est un cas que j'ai très souvent constaté, surtout quand vous êtes sur des échantillons humides. Pour l'acquisition de données, même si on a un écran sur le côté, alors c'est mieux pour les cervicales, n'empêche qu'on est soit dans une pièce fermée, voire noire, et bien confiné, on va dire, pour la qualité de l'image. Et on a des produits dans des conservateurs, dans de l'alcool, qui sont dans un procédé totalement dispersif, comme on dit dans l'évaluation des risques, c'est-à-dire qu'au moins ils finissent de bonne humeur la journée, ils sont très gais, mais on est un peu en dehors des clous dans l'obligation de sécurité des salariés. Et puis une dernière chose que l'on voit souvent aussi, ce sont les quantités insuffisantes, c'est-à-dire que de plus en plus, vu le prix des équipements, il est bien évident qu'on va les mutualiser. Et donc, dans le planning des réservations, lorsqu'il est le temps d'arriver, d'avoir enfin l'équipement pour moi, lorsque je vais arriver, je passe au stock et le réactif dont j'ai besoin n'est plus là, ou le conservateur, ou que sais-je. Donc, forcément, ça crée des tensions, ça cristallise les relations au sein des équipes, et ça crée un danger qu'on oublie parfois, qui est le flacon caché en douce au fond du bureau. Voilà. Ce qui crée en plus des problèmes de partage de bureau. Donc je ne peux pas parler de qualité de vie au travail sans parler de la gestion du stock en particulier. Vanessa m'a ouvert la voie tout à l'heure et je la remercie. Tous ces flacons en plusieurs exemplaires, mais en termes de stock, on peut parler autant du produit d'entrée que du déchet, où on a des produits en plusieurs exemplaires, où on a des flacons qui sont là depuis très longtemps, parce que finalement, quand on a hérité d'un labo et de sa soute, on ne va pas non plus être la femme de ménage de celui qui était là avant nous, donc on laisse le produit. Puis en même temps, on ne va pas le jeter parce que peut-être qu'un jour, on en aura besoin, même si finalement, le jour où j'en aurai besoin, j'irai commander le mien parce que je ne veux pas tuer ma manip à cause d'un vieux truc dans les labos. Donc ça crée des flacons périmés, des flacons altérés. Il ne faut pas oublier que dedans, il y a un produit chimique qui lui-même agit avec son contenant et qui peut dégrader, qui peut être dégradé. Et puis, ce sont des flacons émissifs. Même s'ils n'ont jamais été ouverts, même s'ils sont scellés, lorsque vous constatez que la bague de scellement tombe en miettes, clairement, votre produit est devenu émissif. J'aime bien donner le repère aussi lorsque vous rentrez dans un labo ou dans un stock. Regardez les parties métalliques. Si elles sont corrodées, vous avez une vraie indication de l'atmosphère de travail, enfin de l'atmosphère qui est créée, excusez-moi, dans ces volumes. Et donc tout ça, ça va créer des faux besoins d'espace de stockage. Et ils vont arriver aux équipes support, aux équipes HSE en disant « tu ne voudrais pas me construire un bunker, j'ai plus de place ». Alors en général, on répond non aujourd'hui, question de prix, de coût, de délai. Mais voilà, on crée ces faux besoins d'espace de stockage. Donc en général, enfin, j'ai envie de dire 99 fois sur 100, on va répondre aux équipes non. Et les équipes vont repartir en chanchonnant en disant quand même, on n'est pas compris. Quand même, on ne nous écoute pas, on ne voit pas nos besoins. Donc de nouveau, la question de la relation au travail et de la prise en considération de leur travail.
Alors maintenant, après un portrait brossé de manière aussi joyeuse, mais je pense assez concrète, on va se poser la question de la qualité de vie au labo. Finalement, on fait quoi? On fait comment? D'abord, j'ai envie de dire que le job, c'est d'alléger les préoccupations de l'opérateur, mais en garantissant la conformité réglementaire qui, elle, est non négociable. Donc ça veut dire qu'on va sécuriser son contexte de travail, on va lui donner des informations fiables, de qualité, récentes. Le classeur de FDS de 2003 poussiéreux, aujourd'hui, n'a plus de sens, n'a plus rien à faire dans un labo. On va lui donner des ressources au bon moment, et par ressources, j'entends également, est-ce que la Sorbonne a été vérifiée? Est-ce que le filtre sur la haute d'extraction est adapté à cette nouvelle manipulation? Et s'il est, est-ce qu'il est saturé ou pas? Donc, qu'est-ce qui me donne à moi, opérateur de laboratoire, la garantie que non seulement j'ai assez de cônes pour mes pipettes et assez de boîtes de pétri, mais qu'est-ce qui me dit aussi que les équipements de protection qu'on met à ma disposition sont pertinents et efficaces. Et donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment se dire, on va privilégier des outils adaptés, obligatoirement, mais bien sûr sécurisés, c'est-à-dire qui va finalement les rassurer dans la perception qu'ils ont de leur environnement, et on va dire les convaincre que les équipes support, les équipes HSE sont bien là pour les accompagner. Parce que un chercheur heureux est un chercheur autonome. Et tout le monde y gagne, du coup. Donc, pour cela, cette autonomie, elle va optimiser l'organisation, notamment en mettant des bases de données mutualisées pour tout le monde et confidentielles. J'ai pris l'exemple de la FDS, je le reprendrai. Chacun va déposer, on va dire, la FDS du dernier produit qu'il a besoin d'utiliser, mais tout le monde va retrouver l'info. Et puis surtout, tout le monde est sûr d'avoir des bases de données à jour. Il faut également des dispositifs utilisables partout. Vous avez parfois des équipes de recherche qui sont sur plusieurs bâtiments, voire sur plusieurs sites, même sur plusieurs continents. Prenez l'exemple de celui qui ne serait-ce que traverser un campus avec ses échantillons sous la main et qui arrive de l'autre côté après avoir traversé la pluie et les collègues à qui il faut dire bonjour, qui se rendent compte qu'il a oublié quelque chose à son bureau. Je vous mets mon billet qui ne retourne pas en arrière. En plus, c'est maintenant que l'équipement est disponible. Donc, il ne fait pas marche arrière, donc il n'a pas toutes les infos et donc il navigue à vue. On a aussi intérêt de leur donner des appareils d'acquisition de données. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Ils rentrent dans le cadre de ces équipements dont je vous parlais, qui sont onéreux, mais qui ont une vraie utilité. Mais des appareils d'acquisition, en fait, qui sont aussi importants parce qu'on va vraiment tracer les données que l'on acquiert et donc souvent les basculer aussi automatiquement dans son cahier des laboratoires, ce qui aussi sécurise pour eux leur travail et le qualifie. Et comme tous les périmètres de l'entreprise ont des logiciels, l'idée c'est bien de les faire se parler, ces logiciels. On a parlé des déchets tout à l'heure, il faut que mon logiciel de gestion de produits chimiques puisse communiquer avec le logiciel du collecteur de déchets et on évitera non seulement du temps de recopie, mais on évitera les erreurs, genre tronquer une information ou l'erroner. J'ai discuté en début de semaine avec une de nos clientes qui, sur une autre partie de son organisation, donc n'est pas digitalisée, ou en tout cas un très très vieil outil. Et elle me disait que pour cette partie-là, logistique, et ce n'est pas une logisticienne à la base, c'est vraiment une chimiste, elle avait, à chaque fois qu'elle ouvrait cet ancien logiciel, l'obligation en parallèle de remplir 2 fichiers Excel. Donc là, on se dit qu'effectivement, il est dommage qu'ils n'aient pas pu prévoir des communications entre ces logiciels pour gagner du temps et puis limiter toutes les erreurs. Et enfin, ce qui va donner de l'autonomie à un chercheur, c'est la possibilité de pouvoir demander l'utilisation d'un produit lorsqu'il en a besoin et en même temps de solliciter la bonne personne. Aujourd'hui, une utilisation de produit, ça implique, en mode manuel, je remplis un dossier qui a plus ou moins un nombre de pages, en général il y en a 4, j'annexe la FDS, je vais peut-être annexer un protocole, je vais tout zipper dans le meilleur des cas et l'envoyer à 10 personnes pour être sûr que la bonne personne a mon info, puis la croiser dans les 3 jours à la cantine et elle me dira j'ai pas eu le temps. Donc on renverra le dossier, on renverra un mail et puis on aura aussi une personne qui dira moi j'ai reçu ton mail mais il ne me concerne jamais donc je ne les ouvre plus. Ah ben dommage parce qu'aujourd'hui il te concernait. Donc vous voyez, digitaliser ces processus-là, c'est donner de l'autonomie, c'est-à-dire j'ai besoin d'un produit, je clique, et c'est au logiciel, c'est à l'organisation logicielle, de décider à qui on envoie la demande et qui ça concerne. Et là, on leur donne de l'autonomie, on leur fait gagner du temps, puis on redonne du sens à la sécurité. Parce que tout d'un coup, quand ils retombent sur une FDS qui est déjà présente, où ils ont une info actualisée, ah ben oui, effectivement, ça valait le coup, là je sais ce que je vais faire. Parce que cette fameuse FDS, elle a aussi un intérêt, c'est qu'on a
un document, pour un produit, mais on a plusieurs usages. Donc, le chercheur, toujours dans le terme générique que j'utilise ici, lui, il va ajuster son expérimentation. Il a besoin d'aller de la rubrique 2, la 7, la 9 peut-être. On a tout ce qui est côté logistique qui, eux, vont maîtriser les conditions de stockage. Alors qu'on ne s'arrête pas, comme disait tout à l'heure Vanessa, que ce soit en produit ou en déchets, quelles sont les compatibilités, quelle est la lumière, quelle est la température. Et là, pour lui, alors en général, il y a un peu moins, il a la rubrique la 6, la 7, voire la 13. On a l'adaptation des surveillances médicales qui n'est pas anodine, parce qu'envoyer un salarié dans une vérification périodique, c'est pas, non pardon, je mélange mes termes, c'est la visite médicale périodique, pardon, j'avais oublié ce terme, l'envoyer en simple visite médicale ou prévoir que dans la visite tu auras 100 urines radio, ça n'a pas le même coût pour l'employeur. Donc là aussi, quand on adapte la visite médicale aux produits effectivement manipulés, c'est un vrai gain d'argent par la suite. On a la gestion des événements indésirables. Je crois qu'on va nous reparler de Lubrizol cet après-midi. Mais on est complètement dans cet exemple. Et c'est vrai que lorsque les pompiers se présentent sur un site, qu'est-ce que je leur donne comme info? Puis surtout, quelle info les intéresse eux? Parce que votre classeur de FDS, ça va les faire marrer. Au pire, pour coincer le camion, vous voyez, mais ils n'en ont pas besoin. Ce n'est pas ça qu'ils attendent quand ils arrivent sur le site. Et puis, de manière générale, ça permet de piloter avec des repères factuels une organisation dès lors qu'on est en lien avec le produit chimique, quel que soit son métier. Et je ne vous ai pas cité toutes les rubriques de la FDS, ça fait un peu long, on en a 16. Mais en fait, quand on reprend ces différents usages, on voit que, alors qu'on n'a pas le même métier, on peut avoir des informations qui nous concernent en commun, notamment la 7 de mémoire, qui est quand même un peu intéressante. Donc vous conviendrez qu'il serait dommage que chacun ait sa propre source d'information, alors qu'en fait, on a besoin justement de travailler sur la même source d'information. Alors les équipes support, je vous en ai parlé, et j'aime bien rappeler quand même que eux, ils ont leur propre usage. Ils ne sont pas du tout à la paillasse, mais ils sont pourtant en première ligne de la gestion de la sécurité au laboratoire, puisque leur mission, c'est bien d'accompagner les laboratoires et les équipes dans cette mission si spécifique et la surveillance d'atmosphères, qui sont particulières, et sur lesquelles le code du travail n'est pas forcément très clair. En plus, il y a un travail d'adaptation au milieu dans lequel ils interviennent. Donc c'est pour ça qu'ils doivent avoir leur propre plateforme, tout en étant sûrs de bien travailler sur les produits qui sont réellement utilisés. Et notamment, j'en parlais pendant la pause, c'est vrai qu'il y a 15 ans, les HSE qui ont commencé ce métier, lorsqu'on devait faire la veille réglementaire, on en avait pour 2 jours minimum. Hein. C'était alors, qu'est-ce qui est tombé ce mois-ci? Est-ce que le produit, il est dans mon équipe? Et dans quelle équipe? Donc on refait tout le site pour retrouver, j'en vois qu'il y a Caisse, je vous remercie. Et en plus, une fois qu'on avait trouvé la personne, elle nous dit « Ah non, mais ce produit, il est avec les collectors au fond de la soute ». Alors, je retourne à ma loi, et ma loi, est-ce qu'elle me dit « je suis dans de l'utilisation ou je suis dans du stockage ?» On a perdu 2 jours, on a l'impression de ne pas avoir avancé. Et puis finalement, les équipes vous dites bah, « à quoi il sert un HSE ?» On le voit courir là, mais on n'a pas compris. Donc ça, c'est quand même des éléments qu'il faut donner aussi aux HSE et aux équipes support en général. Donc la maîtrise du cycle de vie des matières dangereuses, grâce à Vanessa, je n'ai pas à développer. Les seuils ICPE, c'est la même chose. Est-ce qu'on les atteint? Est-ce qu'on va les dépasser à partir du moment où on fait rentrer ces fûts ou tout simplement une quantité donnée de produits pour les seuils les plus bas? Et en fait, le boulot de ces supports, c'est bien de faire concorder la politique prévention avec les réalités du terrain. Et j'aime bien rappeler qu'en général, dans leur mission, ils n'ont pas uniquement le risque chimique, ils ont aussi la QVT. Ils sont partie prenante, acteurs de la politique QVT de l'entreprise. Donc c'est quand même pas mal de leur en mettre un peu dans la poche quand ils débarquent dans le labo, quoi, parce qu'on ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas. Donc en ce sens-là, s'occuper de la qualité de vie au travail des équipes dans le technique, c'est bien, mais les équipes support sont tout autant importantes. Donc vous aurez compris que l'objectif, c'est bien de réduire ces irritants. Et pour cela, si on devait résumer cette liste, on serait sur le fait d'avoir un stock disponible. Le chercheur doit savoir s'il a du stock. Et puis le savoir surtout, parce que savoir qu'il y a du stock, enfin, entendre dire qu'il y a du stock, mais ne pas en avoir vraiment l'info en temps réel, c'est perturbant. Il faut qu'il puisse aussi localiser le flacon, éventuellement savoir à qui l'emprunter s'il n'est pas à lui. Parce qu'il y a parfois ces fameuses manips, surtout quand on est dans la recherche d'innovation, où on ne va pas commander 50 000 ml alors qu'on a besoin de 5 ml de tricot poète. D'accord ? Tout ce qu'on veut, c'est faire un test, voir si comme ça marchera mieux. On a affaire à des cuisiniers quelque part. D'accord ? On fait des recettes. Donc c'est quand même dommage, vu le prix de certains produits, d'aller acheter un plein flacon à peut-être 90 € quand en fait il nous en faut un bout de pipette.
Il faut aussi que dans les laboratoires, quel que soit le poste à la paillasse ou même donc dans les équipes support, on soit sollicité uniquement quand on est concerné. On est tous dans une charge de travail importante avec des calendriers qui s'alourdissent. Clairement, si en plus on doit commencer à ouvrir chaque mail en se demandant si on fait partie de ceux qui doivent répondre, c'est un peu pénible. On doit bien sûr partager uniquement l'information que l'on souhaite, à qui l'on souhaite. Notamment, on a des équipes qui vont travailler sur des formulations sensibles ou peut-être qui n'ont pas envie de savoir de faire savoir aux autres équipes qu'on a des précurseurs de drogue, par exemple. En plus, on le sait, hein, les labos sont ouverts, ils sont là pour accueillir des thésards, des stagiaires, des étudiants. Alors, je ne suis pas en train de stigmatiser une population, je dis juste qu'il y a beaucoup de passages. Un labo ressemble parfois à un moulin. Donc, non seulement on ne va pas vouloir dire qu'on a certains produits en stock, mais on ne veut même pas faire savoir que le produit pourrait exister. Voilà la différence entre produit et flacon, finalement. Et puis, il faut aider tous ces gens à percevoir ces règlements et procédures dont on a tant besoin pour faire tourner la société, parce qu'on est là aussi pour soutenir les employeurs. Il faut leur faire percevoir cela comme une aide en plus, et non comme une contrainte supplémentaire. Si finalement j'ai passé du temps à dire que j'utilisais un produit, mais que la FDS elle est arrivée automatiquement, que je suis informée tout de suite du mélange que je vais créer, et qu'en un clic, je peux avoir l'autorisation d'utiliser le produit, ben j'accepte mieux la réglementation. Comme disait Pierre tout à l'heure, détourner la règle. Là, on a beaucoup moins de raisons de détourner la règle, parce qu'on voit l'intérêt de la procédure. Et en fait, pour réduire des irritants dans une équipe, alors ce n'est pas forcément qu'au labo, c'est finalement aider chacun à interagir dans le respect de leurs contraintes respectives et de leurs objectifs respectifs. Parce qu'à force de mutualiser des équipes aussi, parfois, on a carrément des équipes qui n'ont même plus de projet en commun, qui sont juste là pour partager des mètres carrés, des zones de stockage, mais il faut quand même les aider à parler un peu, et la machine café ne suffit pas toujours, surtout en ces temps de télétravail. Donc, si je résume, les levées de QVT au laboratoire, si je devais en donner une seule définition, ça serait moins d'infobésité pour moins de trous dans la raquette. C'est l'idée. Donc, c'est-à-dire, pour cela, on va répartir la charge mentale de travail, et notamment à travers les notions de fonctionnement collaboratif. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun va faire l'inventaire de son étagère, et au moins, il se sentira moins, on va dire, impacté que lorsqu'aujourd'hui, vous avez des référents qui vous annoncent que c'est eux qui vont, pardon de l'expression, se palucher tout le labo, alors que pendant ce temps, leur propre projet n'avance pas. Et pourquoi eux ne feraient pas avancer leur propre projet? On va donc donner de l'autonomie vraiment pour que chacun reste centré sur son cœur de métier. Alors si en plus il a la chance d'avoir un poste dans lequel il est bien, autant qu'il fasse au maximum ce qu'il aime et ce pourquoi il a choisi de rejoindre l'organisation. Et puis une information utile, c'est-à-dire qu'il soit de maintenant, pas le chloroforme de 2003 qui n'était pas encore CMR à l'époque, celui d'aujourd'hui ou d'autres produits, parce qu'on en a tout un tas qui ont été reclassés ces dernières années, et puis accessible tout de suite, c'est-à-dire que je n'ai pas à chercher dans mon serveur un chemin de fichiers sans fin pour aller trouver une info qui ne sera pas forcément à jour. Donc l'idée, et je remercie Pierre qui m'a ouvert une voie royale tout à l'heure, c'est bien d'engager chacun en tant qu'acteur de sa propre sécurité. Et là, je vais remettre une petite couche de conformité. C'est que la loi vous dit que chacun, en fonction de sa formation et de son information, est responsable de sa sécurité et de celle des autres par ses faits et ses omissions au travail. J'ai juste oublié le numéro du code de l'article, mais je sais que l'article dit ça. Et c'est pour cela que, puisqu'il est responsable de sa sécurité et de celle des autres en fonction de son information, cette information, il faut vraiment qu'elle soit disponible, réelle, concrète. Puisque je vous ai abordé la notion de la digitalisation, mais c'est bien notre travail chez Quark Safety, qui est un vrai outil, un vrai levier, j'ai envie de vous inviter aussi, si vous digitalisez un périmètre, quel qu'il soit de votre entreprise, à vous poser les questions de la QVT de cet outil de digitalisation. D'abord parce que la mise en place d'une digitalisation, d'une transformation numérique dans une entreprise, pour avoir du sens, elle doit vraiment aller consulter, créer la discussion en interne avec toutes les personnes concernées. On revient, je suis toujours sur la bonne page, oui pardon. Elle revient vraiment sur cette notion de... oui, ça, pardon, j'ai eu un doute. On revient vraiment sur cette notion de collaboration et d'engagement de tout le monde dans la démarche. Mais j'ai juste donc envie de vous dire qu'il y a 4 axes qui me semblent non négociables lorsqu'on veut digitaliser une partie de son activité.
D'abord, c'est l'utilité de l'outil. Il faut que chacun soit convaincu de sa propre utilité de l'outil. Même si derrière la technique vous met des bases communes, etc., il faut que chacun puisse, en ouvrant l'outil, dire oui, il va me servir, j'ai bien compris pourquoi. Et s'il y a plusieurs périmètres à digitaliser dans une entreprise, il faut se poser la question de celui qui servira le plus grand effectif. Ça, c'est la première chose. Et comme ça, tout le monde se dira, tiens, l'outil est pour moi. Il y a l'intelligibilité des solutions, c'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est est-ce que l'outil que l'on met me correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment à moi qui va me servir ou est-ce qu'on fait plaisir à l'équipe? Et là, les notions d'interface et de personnalisation est importante. La discutabilité, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez Quarks. C'est l'idée de dire, je vais vous donner un exemple. Il y a 10 ans, quand on achetait un logiciel, il était clé en main, il était posé sur le serveur et débrouille-toi, puis dans 10 ans, tu nous en achèteras un autre. La discutabilité, ça dit le contraire. Ça dit on vous met une plateforme à disposition et vous avez presque... revenez nous dire, en tant que gens du métier, ce que vous voulez en plus, ce que vous voulez autrement. Alors déjà, parce que 9 fois sur 10, en tout cas chez nous, il suffit d'activer une option. Mais dans tous les cas, parce que quand on est des éditeurs de logiciels métiers, l'idée, c'est que ce soit l'outil des gens sur le terrain, pas uniquement nous. Et puis, enfin, il y a l'accessibilité. Tout à l'heure, on a parlé de l'accueil des nouveaux salariés, c'est important. Il faut que le logiciel, en le voyant, j'ai envie de dire, en voyant son interface, on comprenne comment ça fonctionne et que ce soit rapide. Lorsque je donne des formations, j'aime beaucoup, moi, le fait que très souvent, le temps de faire... Alors, ce ne sont plus des tours de table, ce sont des tours d'écran. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, en général, que j'en ai toujours un ou deux. Le temps que j'ai un peu lancé la formation, il y en a toujours un ou deux qui m'a créé des produits, associé des FDS, rentré des flacons, évacué, prélevé. Voilà, ça y est, ils ont compris. Donc, c'est super. On est là pour optimiser l'utilisation complète du logiciel. Voilà pour la digitalisation, ce qui me semble en tout cas important si on parle de qualité de vie au travail dans l'entreprise. Je finirai sur cette information. L'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, qui est quand même notre repère essentiel, comme l'INRS pourrait l'être pour les produits chimiques ou l'ADREAL pour les déchets. L'ANACT organise du 14 au 18 juin une semaine de qualité de vie au travail, qui concerne tout le monde, pas que les labos, mais où vous allez avoir donc des ateliers, des tables rondes, des fiches explicatives que je me permets de juger très bien faites. Et donc, je vous encourage à aller suivre cette semaine qui complétera ce que je viens de vous présenter.